une bombe. Cette plante est une bombe qui va éradiquer, nous l'espérons, le paludisme de la surface de la Terre. L'artémisia n'est dangereuse que pour ceux qui font de la malaria un business. C'est très important, c'est urgent, parce que les populations, chaque année, nous perdons des millions d'enfants. Alors, je vais commencer par deux questions qui sont des questions un peu évidentes, mais qui, comme toute question évidente, méritent d'être posées. La première, c'est tout ce qui tourne autour des questions de résistance à l'artémisinine. Vous dites que l'artémisia est efficace, et on a vu que l'OMS le dit aussi, et pourtant, il déconseille son utilisation pour des raisons de résistance du plasmodium à l'artémisinine. Alors, pourquoi est-ce que vous craignez pas d'induire cette résistance de l'artémisinine en faisant boire de la tisane à des patients? Et je voudrais poser cette question peut-être au docteur Diallo. La tisane s'inscrit dans le cadre d'une polythérapie. Et toutes les maladies, dans l'histoire, nous avons vu que la tuberculose, les cancers ont été traités dans le passé par justement des polythérapies. Et c'est ce qui explique un peu le fait qu'aujourd'hui, nous sommes là et nous défendons cette polythérapie. Parce que la tisane, ce n'est pas une molécule, c'est plusieurs molécules actives qu'on retrouve dans cette tisane. Donc, ne perdons pas du temps, allons vers cette polythérapie qui est entièrement retrouvée dans le cadre de l'utilisation de cette tisane. Pierre Lugine, par rapport à cette polythérapie, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, effectivement, en tant que chimiste, quel est l'effet aussi pour compléter, effectivement, le professeur Diallo? Je crois que le film de Bernard a tout dit. Personne n'a encore vu une seule résistance à la tisane. Et si quelqu'un en trouve une, il peut venir à Luxembourg donner une conférence sur le sujet. On lui payera le voyage. Je ne peux pas dire plus. Je voudrais quand même dire un mot supplémentaire à ce sujet, plutôt comme scientifique aussi. Ça fait 10 ans qu'on se bat à Luxembourg. Parfois un peu seul, et maintenant de se voir ici à Paris, dans cette salle, avec tant d'amis qui ont rejoint cet effort, c'est très émotionnel. Merci. Merci. Alors, une question qu'on peut se poser, c'est une plante très efficace, elle est utilisée depuis très longtemps, mais alors pourquoi est-ce qu'elle n'est pas partout répandue? En fait, il y a deux espèces d'abord, donc Artemisia annua et puis Artemisia afra. Artemisia annua est originaire du nord de la Chine. Puis elle s'est diffusée naturellement dans les zones tempérées du monde. Mais en région tropicale, elle n'est pas adaptée. Donc il a fallu beaucoup de travail pour identifier des variétés qui peuvent pousser dans ces climats tropicaux. L'autre plante, Artemisia afra, elle donc, est originaire d'Afrique, mais elle est adaptée à des climats plutôt méditerranéens ou tropicaux d'altitude. Donc on la trouve naturellement, elle est utilisée par les guérisseurs depuis la pointe de l'Afrique jusqu'en Éthiopie. Donc toute l'Afrique de l'Est, on utilise déjà l'Artemisia afra. Mais pour la cultiver dans des zones plus chaudes, plus basses, etc., il y a également du travail pour l'adapter. Alors on a compris effectivement que l'artémisia était une histoire aussi importante pour des agriculteurs, puisque c'est les agriculteurs qui vont effectivement semer, récolter, etc. Et donc j'ai compris que les maisons de l'artémisia étaient des lieux où on apprenait aussi en formation à des agriculteurs. Et peut-être, Lucille, quelques mots là-dessus? Oui, vous avez vu dans le film, les graines sont minuscules, donc elles se passent assez difficilement de main en main. La culture est exigeante, elle demande du compost, elle demande des soins. Donc on ne peut pas jeter les graines et laisser pousser.
En fait, c'est une des raisons aussi pour lesquelles il n'y a pas d'artémisia partout en Afrique ou dans les zones impaludées. Donc l'idée en fait a germé petit à petit avec la vie de l'association qui a été vraiment de fonder des sortes de centres de formation qu'on appelle aujourd'hui des maisons de l'artémisia, des véritables pôles de compétences où on réunit des agriculteurs, des agronomes, des facs si on peut, des médecins autour, des pharmaciens et qui permettent de donner ces formations à des agriculteurs qui viennent ou des gens qui viennent de villages plus lointains et qui repartent ainsi avec des semences, une formation et qui peuvent ainsi rendre leur village autonome. Le but vraiment de notre maison de l'Artémisia, c'est de pouvoir rendre l'autonomie médicale, la santé en particulier avec la malaria, grâce à l'artémisia et grâce à cette culture. Produire de l'artémisia dans les maisons de l'artémisia pour pouvoir vendre un petit peu de tisane et rentrer petit à petit dans leur fonds, c'est hyper important pour nous que les maisons de l'artémisia, au bout de 2 ans à peu près, deviennent autonomes. Donc elles font de l'artémisia, en même temps elles peuvent démontrer comment ça se cultive, elles font de la production de semences, donc grâce à Guy, on a des semences maintenant qui sont à peu près adaptées partout, pas tout à fait mais presque, et il y a encore du travail à faire bien entendu. L'artémisia afra, qui est vraiment une grande solution, est difficile aussi de culture et surtout de transmission d'un lieu à l'autre puisque les semences sont extrêmement capricieuses. Donc on peut très bien avoir des semences en quantité et qui ne germent pas. Donc en fait, on est obligé c'est pratiquement de plan à plan. Quand on se donne les plans. Donc vous voyez, l'Afrique est assez grande. Et puis la troisième chose aussi très importante, c'est que les formations dans ces maisons d'artémisia deviennent payantes maintenant de plus en plus, qui permettent vraiment à ces maisons d'artémisia d'être dans un écosystème qui est rentable et qui permettent leur survie en dehors de nous. Parce que finalement, nous, qu'est-ce qu'on est ? En fait, on est des Kickstarter, on les aide à se monter pour qu'ensuite elles puissent vraiment remplir leur fonction d'essaimage de ces cultures. On a une charte de bonnes pratiques qui nous réunit tous et qui permet aussi d'avoir un prix qui soit harmonisé sur toute l'Afrique. L'artémisia en tisane est à peu près 6 fois moins cher que les médicaments. C'est à peu près ce qui se passe dans toute l'Afrique et ça, on y tient, que les gens pauvres puissent en acheter. Aujourd'hui, l'artémisia permet à ces personnes d'être autonomes face, quand même, il faut quand même le rappeler, face à des choses terrifiantes qui se passent en Afrique. Je ne sais pas si vous savez, mais en Afrique, un médicament sur 2 en vente, même en pharmacie, est faux. Ça veut dire que non seulement une famille pauvre va se saigner à 4 veines pour acheter des médicaments antipaludiens pour leurs enfants qui ont des crises de palu tous les 15 jours en période de pluie, mais en plus, ils ont une chance sur 2 d'avoir un médicament faux. Donc c'est quand même un scandale absolu. C'est vrai que cette tisane, s'ils pouvaient avoir ça dans leur jardin ou l'acheter dans la pharmacie d'à côté, c'est quand même autre chose. Aujourd'hui, on a un défi qui est immense, qui est d'avoir des maisons de l'artémisia dans tous les pays impaludés. On en a déjà pas mal, donc il faut continuer courageusement. Mais maintenant, j'allais dire, les choses, les steps sont vraiment bien ancrés. On commence à bien savoir le faire. Il manque quand même quelques gros pays, comme le Nigeria, par exemple, qui est un énorme pays africain extrêmement impaludé, où on n'est pas. Mais pour les rassembler et pour faciliter maintenant la diffusion des bonnes pratiques, de la culture, même des semences qui puissent non plus toujours repasser par nous, mais passer les uns par les autres en Afrique. En fait, on a besoin d'un énorme site internet qu'on appelle un site web ressources, avec dedans tous les tutoriels, que les gens puissent cliquer sur leur pays et voir où est-ce qu'ils peuvent aller acheter de l'artémisia, ou se former, etc. C'est un énorme défi, parce que c'est beaucoup de travail et beaucoup d'argent. On a besoin de fonds pour fonctionner, même si les gens deviennent autonomes au bout d'1 ou 2 ans, on a quand même besoin à chaque fois de remettre des puits, d'aider d'y aller, de former, etc. Et pour ça, vraiment, on a besoin de fonds. Quand je parlais aussi dans le film de la générosité, je voudrais vraiment solennellement remercier, certains sont ici, de la générosité immense dont on a bénéficié depuis le début de cette aventure. J'étais extrêmement émue la première fois où j'ai vu le film, où j'ai vu en fait ce qu'on avait semé il y a 2 ou 3 ans avoir pris une ampleur assez considérable. Donc ça va vite, ça se fait, et je vous en remercie du fond du cœur. Nous avons 2 micros qui vont vous être proposés, donc n'hésitez pas à lever la main. Voilà, il y a des personnes là-haut. Hop, hop, hop.
Bonsoir et puis merci pour ce beau documentaire. Moi, la question qui me vient, c'est que bon, j'ai voyagé un petit peu et puis je me suis souvent posé la question de la prévention. Et quand je cherche des informations sur le net, j'ai vraiment beaucoup de mal à en trouver. Donc j'ai bien compris l'histoire des lobbies, etc., qui freinent la chose. Mais comme on peut trouver tout sur Internet, je me demandais pourquoi il y avait ce frein-là. Lucille, peut-être ? En fait, on est resté caché pendant 5 ans pour permettre en fait, de répandre les graines dans tous les pays. Donc là, même si les lobbies pharma veulent arrêter l'histoire, c'est fini en fait. Il y a des plantes partout, il y a les bonnes semences partout, qui sont dans les mains de personnes qui ont une vraie éthique. Donc voilà, ça a été en fait une stratégie qui a été adoptée il y a 3 ans exactement et qui porte ses fruits aujourd'hui. Et un grand site internet viendra donc dans quelques mois avec absolument toute la bibliographie. Vous allez pouvoir donc vous plonger dans les 2000 pages, et bon courage, de bibliographie sur l'artémisia. Et vous aurez tout en fait. Tous les datas seront en ligne. Voilà. J'interviens en tant que médecin africaine de Centrafrique, ayant travaillé sur le terrain. Peut-être en réponse à la question qui a été posée, quelle est la prophylaxie à pouvoir prendre lorsqu'on se rend en Afrique? C'est une question, effectivement, pour laquelle il y a très peu de bonnes réponses. On a vu Stromae, qui a eu à recevoir une prescription de l'Ariam. Moi, en tant que médecin africaine travaillant en Afrique, ça fait des années, plus de 2 décennies qu'on ne donne pas de l'Ariam. Et pourtant, on le retrouve encore effectivement sur les sites conseillés pour le terrain. Donc ça, c'est des difficultés. Le deuxième point sur lequel je voulais intervenir, effectivement, c'est par rapport aux bithérapies, aux associations avec l'artémie. Il y a un problème. Les résistances dont on parle, elles sont réelles et elles ne datent pas d'aujourd'hui. On les vit au quotidien. Ce qui fait que lorsqu'on prescrit un traitement antipaludéen à quelqu'un, il faut être sûr de revérifier la charge parasitaire après pour pouvoir voir, on appelle la densité parasitaire, pour vérifier que le parasite a bien été éliminé. Mais le problème, c'est qu'on peut avoir 2, 3, 4 traitements qu'on donne de suite pour pouvoir être sûr d'éradiquer le parasite, avec des coûts énormes, comme disait Lucille, et on se retrouve avec des familles qui ont très peu d'argent et qui sont en train de payer 15, 20 euros par personne, par traitement. Le paludisme est un problème réel dans nos pays d'Afrique. Moi, je suis donc d'Afrique centrale, c'est le falciparum. Le falciparum, c'est la première maladie. Quand vous avez 30 personnes en consultation dans la journée, les 3/4, c'est du palu. Mais c'est vraiment la première maladie avec des problèmes d'absentéisme chez les enfants, mais également chez les adultes. Donc, un coût sur l'économie, sur toute la santé et sur toute la chaîne. Donc, vraiment, je pense que là, ça va être quelque chose qui va pouvoir révolutionner nos pays, la santé. Les pharmacies, on n'en a pas tant que ça. Dans les villages, les gens sont obligés de faire des dizaines et des dizaines de kilomètres pour avoir accès à un médecin, à une pharmacie. Et comme Lucille, je rêve de pouvoir avoir un jour dans les villages, au coin de la maison, un pied d'annua ou d'autre chose qui permettrait effectivement d'avoir de la tisane et de soigner ce fléau qui en est un, mais au quotidien qu'on vit. Merci beaucoup. C'est un témoignage. Une réaction ou on passe à une prochaine question ? Je voulais poser la question suivante. En fait, en regardant le film, la question de la publication scientifique a été apportée, mais je n'ai pas très bien compris pourquoi est-ce que finalement ça n'a pas pu aller au bout et c'est quoi les espoirs que vous arriviez à publier dans une revue scientifique indiscutable. Il y a eu vraiment une campagne de mise en désordre, on va dire, de l'étude, donc ça a été assez long en fait pour réussir à sortir quelque chose de médicalement viable, on va dire, pour qu'on puisse faire une publication. Donc la publication est pour les mois prochains. Les publications, parce qu'en fait il y a 5 études derrière, donc voilà, on y travaille d'arrache-pied parce que c'est super important. Mais la très bonne nouvelle, c'est que Pamela Waters est en train de faire une très grosse étude aussi en RDC. C'est une américaine, donc les choses voilà, ont été peut-être mieux faites par nous, mais bon, voilà, on aura enfoncé une porte et j'espère qu'il y en a bien d'autres qui vont la prendre. L'équipe de Pamela a fait un essai au Kivu sur des personnes qui n'arrivaient pas à guérir avec les traitements classiques et avec ces tablettes, elle les a guéris. Donc ils étaient résistants. Il y a eu 18 personnes, il y en a eu d'autres, hein, donc c'était une étude plus vaste. Elle est en train de faire une autre étude avec 600 patients, je pense. Donc
Voilà, comme a dit Lucille, on est en phase, on termine la rédaction de ces publications, donc on arrive au bout. Nous avons un dossier, au moins 30 publications scientifiques faites par des Africains, des Palestiniens, des Sud-Américains, contre des maladies comme la leishmaniose, contre l'ulcère de Buruli. Donc nous avons un dossier de publications scientifiques qui vous est accessible. Donc vous pouvez avoir une vaste documentation d'articles scientifiques sur ce sujet. Il y a actuellement une recrudescence du paludisme à Dakar, et tel que le film présente l'Artémisia, ça semble une panacée. Autrement dit, on pourrait très vite éradiquer le paludisme. Alors, c'est un peu antinomique. Hein. Éradication d'une part et recrudescence de l'autre. Je dirais que oui, il y a un engagement au niveau du Sénégal pour vraiment éradiquer le paludisme. La maison de l'Artémisia fait son chemin, avec des résultats assez probants au niveau des quartiers, ainsi de suite, que les gens continuent à l'utiliser et que, au fur et à mesure, les gens s'y accommodent. Le problème fondamental, c'est l'habitude d'aller à la pharmacie pour acheter un médicament. Dès lors qu'on peut avoir à côté sa plante, l'utiliser à bon escient, avec bien sûr toute l'information nécessaire derrière, en prophylaxie et en traitement, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Sous peu de temps, la bataille contre le paludisme est lancée depuis une dizaine d'années, voire plus, et cette bataille sera gagnée, c'est sûr. Oui, bonjour. Je voudrais juste faire un témoignage et en tirer une leçon dont vous êtes vraiment l'illustration, la belle illustration ce soir. C'est que le combat pour l'Artémisia, c'est un combat qu'on retrouve dans d'autres domaines. Brièvement, et en République démocratique du Congo comme ailleurs, l'accès à l'eau potable, l'hygiène, l'assainissement. Nous avons eu ce problème avec l'OMS et avec l'UNICEF. L'OMS préconise des vaccins pour lutter contre le choléra, alors que le meilleur moyen, bien sûr, d'éradiquer le choléra à long terme, c'est l'accès à l'eau potable, l'hygiène, l'assainissement. Bon, il y a eu un combat permanent qui a duré longtemps, et puis on a fini par s'entendre en disant peut-être des médicaments maintenant, mais pour en sortir durablement et définitivement par l'accès à l'eau potable, qui est le vrai médicament pour empêcher le choléra. Et dans le même temps, l'UNICEF, pendant des années, a refusé d'indiquer quel était le nombre réel de gens qui avaient accès ou qui n'avaient pas accès à des sources d'eau potable. Et c'était un grand combat, alors qu'ils savaient parfaitement que leurs statistiques étaient erronées. Et nous le savions, on parle des gens qui étaient auprès du secrétaire général des Nations Unies. Alors, ce que je veux dire, c'est que ce combat que vous menez de manière exemplaire, il concerne aussi d'autres calamités, comme le choléra ou les maladies hydriques. Et on pourrait même aussi citer les Nations Unies qui ont mis tellement longtemps à reconnaître qu'elles étaient responsables de l'introduction du choléra en Haïti après le tremblement de terre de janvier 2010. Involontairement, certes, mais ils n'ont pas voulu reconnaître, alors que ça a été prouvé par le professeur Pierrot. Donc, ce que je voudrais dire simplement, c'est que c'est grâce, sans parler même d'Ebola et du rôle d'MSF, qui a été à la hauteur, alors que l'OMS ne l'a pas été, ils étaient aux abonnés absents. Donc, le combat que vous menez, d'autres le mènent dans d'autres domaines, et c'est grâce à des gens comme vous, et on doit vous applaudir, que les choses vont progresser, parce qu'il y a toujours des intérêts politiques, privés et autres, qui font qu'il y a des obstacles. Et ces obstacles, il faut les surmonter, mais voilà, c'est la foi qui soulève les montagnes, vous l'avez, et c'est un bel exemple de ce qu'il faut faire, et on peut tous le faire autour de nous. Merci, en tout cas.